Salut Renato. Hello Tonio. Tu nous accueilles aujourd'hui, où ça? À la scène parisienne. Alors, pour être exact, il faut pour l'instant que je dise, parce que c'est une période de transition, qu'on est à la scène parisienne Divine Comédie. Si on est dans la première salle, Ouais. qui est la salle de 120 places, et c'est la première salle qui a été ouverte par Frédéric Yana il y a plus de 30 ans maintenant, qui s'appelait Les Feux de la Rampe. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu, mais j'ai envie de dire, nous parler un peu de ton parcours, parce que toi, tu as plein de casquettes. Ah oui, comédien, metteur en scène, producteur, Ouais. directeur de salle maintenant. J'ai jamais voulu toutes ces casquettes, jamais. C'est plutôt un chemin. Parce que quand je suis arrivé en France, très très vite, j'ai eu envie de faire ce métier. Pourquoi, j'en sais rien, parce que mes parents étant immigrés, rien ne me prédisposait à ça. Alors, arrivé en France, parce que tu es arrivé en France à quel âge, toi? 4 ans. À 4 ans, Ouais. et donc tu viens du Portugal. Donc, Et je viens du c'est ça, Portugal. d'accord, ok. Donc rien, parents pauvres, illettrés. Aucun antécédent dans les Ah, métiers rien, du mais, spectacle? alors du tout. Et puis le fait est que j'étais gardé par une voisine, et la voisine avait un petit poste télé où on voyait une chaîne en noir et blanc, et que j'étais émerveillé par le truc, et que je me suis... Voilà, et je me suis dit, mais c'est là que je veux être. Mais quand je disais là, dans ma tête, c'était à l'intérieur de la boîte, tu vois. Et le fait d'être à l'intérieur de la boîte, ça me fascinait. Et j'ai eu la chance d'avoir une maîtresse à l'école qui travaillait dans le théâtre à l'époque, et qui était avec un monsieur qui a été ma première très belle rencontre de mon parcours, qui était metteur en scène, qui s'appelait Jean de Courson, et qui cherchait un gosse. D'accord. Voilà. Et ça, c'était donc à l'école en région parisienne? Non, en Touraine, dans le centre de la France. Donc, et il cherchait un gamin, et comme il n'arrivait pas à trouver, ma maîtresse a dit, j'ai un gamin, il baragouine. D'où l'importance de ce qu'on peut dire ou faire ou raconter aux gamins lorsqu'ils sont en primaire. Faire très attention à ce qu'on dit aux enfants, parce que ça peut avoir des répercussions à la fois positives, comme parfois très négatives. Ce que je trouve dommage justement, c'est qu'on ait oublié aujourd'hui dans les écoles ce qui se passait à cette époque-là. À cette époque-là, on te montrait plein de trucs et on t'ouvrait les portes de plein de trucs, y compris le cours de dessin, le cours de peinture, le cours de danse, machin. Ou en tout cas, de ce que moi j'en ai gardé, c'est que tout semblait possible et rien n'était fermé, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Parce qu'il y avait vraiment une ouverture sur plein de trucs. Et quand de la maîtresse, alors que c'est pas son rôle du tout, trouver un gamin qui avait un truc en plus, machin, ben elle était attentive à ça. Oui, et puis au-delà, elle faisait des choses pour aider le gamin en question, parce qu'elle trouvait que c'était son rôle de maîtresse que de favoriser un petit peu l'avenir, le parcours. Du coup, elle m'a présenté à ce type, Jean de Courson, qui cherchait un gamin. Il a adoré ce que je lui ai présenté, ou en tout cas ma façon d'être. Et il m'a pris dans sa compagnie au Centre d'art dramatique de Touraine. Et c'est comme ça que j'ai démarré le théâtre à l'âge de 7 ans. 7 ans. Donc je suis vraiment privilégié. Merci les planètes et le reste. Et à l'âge de 7 ans, je suis devenu comédien professionnel, et ça a duré jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ce bonhomme m'a tout appris. L'art du jeu, l'art d'être sur scène, l'art de le voir faire des mises en scène. J'ai vu comment il faisait. Tout ça m'a fasciné. Et je me suis dit, en fait, ce type arrive non pas à faire de la mise en scène, mais il arrive à créer un monde, à créer un univers, à créer des choses, à créer une histoire. Et ce type m'a appris tout ça, et en même temps, je le voyais défendre des choses, dire des choses, s'engager dans des choses. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis dit, mais c'est évident, c'est ça ce que je veux faire. Après, c'est simple, le fait d'être dans une compagnie de cette réputation-là a fait que j'ai été repéré par une autre qui m'a prise derrière, et je suis parti dans la région normande, à Caen, où j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie qui s'appelait La Rampe, qui existe toujours, qui est compagnie subventionnée, où on a créé un lieu dans un ancien entrepôt, voilà, et que là, j'étais toujours comédien, avec une spécificité, c'est qu'il faisait pas mal de spectacles de danse. Donc du coup, je me suis mis à la danse pour ces spectacles-là. J'ai été repéré par ensuite un chorégraphe qui, à l'époque, était un des plus grands chorégraphes, qui s'appelle Quentin Rouillet. Et Quentin Rouillet m'a pris comme danseur, comédien, sur un spectacle qui s'appelait Saison, qui était... Donc là, tu as en plus ajouté la casquette de la danse. Donc tu as commencé à prendre des cours de danse à ce moment-là, ou tu avais déjà commencé? J'avais commencé avant, à cause de la compagnie La Rampe, qui faisait du théâtre dansé. Déjà cette coloration, si on peut dire. Comme ils étaient dans le théâtre dansé, ça m'avait obligé
à travailler sur la corporalité. Et évidemment, quand Quentin Royer, qui lui est chorégraphe 100%, m'a pris dans ce spectacle, là, du coup, j'ai été obligé d'aller un peu plus loin dans la danse contemporaine. Là, c'est une deuxième rencontre. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 17 ans. 17 ans. Ah oui, donc ça. Et là, c'est une très très belle rencontre parce que c'est une rencontre. On est quand même dans une compagnie française mais internationale. On a quand même fait avec ce spectacle le tour du monde 2 fois. Alors aujourd'hui, je me rends compte. À l'époque, je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait le tour du monde. Déjà parce que tu arrivais, tu allais direct à l'hôtel, de l'hôtel dans la salle, tu répétais, tu jouais, tu repartais à l'hôtel, tu reprenais l'avion. Parce qu'il y a toute la question de la scolarité. Tu arrives à 17 ans, bon, tu es comédien pro, tu es engagé par une compagnie. Tu arrives à gérer ta scolarité à côté Oui, parce que la maîtresse m'a suivi tout le temps. D'accord. Jusqu'à pratiquement l'âge de 18 ans, un peu avant le bac. Elle a réussi à me mettre dans des filières qui existent encore aujourd'hui, qui sont des filières où tu mènes l'école et le boulot. Aujourd'hui, elles sont plus connues pour le monde du sport. Oui. Sport-études et machin. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elles existent pour la culture. D'accord. Ce qui te permet d'avoir des horaires adaptés. Donc elle jouait le rôle entre guillemets de tutrice, c'est ça? Un petit peu. Donc j'ai pas eu une scolarité traditionnelle puisque j'ai fait pas mal d'établissements et pas mal de profs différents, mais ça m'a permis en tout cas d'avoir tout le potentiel d'un élève normal et de passer mon bac normalement, mais sans être en salle de classe. Mais en tout cas de rester focalisé sur ma passion et sur donc là, il y a la deuxième rencontre. Après, la deuxième grosse rencontre, pour moi, c'est le moment où j'étais dans le sud, où j'ai été intégré la compagnie Les Baladins de Béziers. Pourquoi cette grande rencontre? Parce que Les Baladins de Béziers, c'est une équipe qui existe encore aujourd'hui, qui travaille le monde du cabaret, que je ne connaissais pas. Et le monde du cabaret, il a un truc phénoménal, c'est que tu es obligé d'apprendre tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Ça passe de comédien, danseur, chanteur, interprète, claquette, jonglage, mime, clown. Enfin, le monde du cabaret est super vaste et là, ça m'a donné vraiment un nombre d'outils incroyables auxquels je ne pensais pas et que je ne connaissais pas. Et qui aujourd'hui font ma personnalité et surtout ma personnalité artistique. Et déjà le côté polyvalent qui est déjà certainement bien présent en tout cas. Mais même en termes de création de mise en scène, aujourd'hui mes spectacles font appel à tout ça. D'accord. Tu vas avoir du jonglage, tu vas avoir du circassien, tu vas avoir... c'est que quand on regarde ta bande démo, on repère quand même cette touche cabaret qui est bien présente. Vraiment, ça a été une période de ma vie riche, intense, forte, parce qu'elle a, je pense, façonné Renato artiste. Voilà, et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que quand même j'aille un peu de l'avant et que je connaisse des gens et que je fasse autre chose. Et j'ai pris la décision de venir à Paris parce qu'à l'époque, je crois aujourd'hui encore un peu, mais en tout cas à l'époque, tu te rappelles, si tu vas pas à Paris, en fait, tu vas pas y arriver, quoi. Bien sûr, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui, un peu moins, mais ce qui est encore le cas aujourd'hui. Me voilà donc débarqué à Paris. Puis à Paris, bah, tu connais personne, tu sais pas quoi faire, etc. Donc du coup, c'était évident, je suis rentré chez Florent parce que je me suis dit, c'est l'école dont tout le monde parle, donc pourquoi pas. D'accord. Où je m'y suis fait bien chier. Déjà parce que je trouvais que tout ce qu'on nous apprenait, je l'avais déjà fait 1000 fois, donc je perdais mon temps. Par contre, j'ai fait des très belles rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer comme prof Michel Faux, qui est vraiment un grand comédien et quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui on a fait des choses après, grâce à ça. J'ai rencontré Isabelle Nanty, pareil, grande comédienne avec un regard, voilà. Et surtout, ça m'a donné un réseau avec les autres élèves de me dire, tiens, maintenant j'ai ces gens-là, et avec ces gens-là, je peux monter une compagnie, avec monter une compagnie, je peux... Voilà, et ça a démarré bêtement. Florence, c'est plus finalement du réseau, des contacts, des rencontres, plus que vraiment une formation, parce que tu avais déjà un gros bagage, je veux dire, sur scène déjà depuis l'âge de 7 ans. Donc Florent a été le détonateur pour que je crée ma première compagnie, et que cette première compagnie, je puisse faire une première mise en scène. D'accord. Donc là, voilà. tu franchis le pas de la mise en scène, tu as une envie de mise en scène. Et à tel point que je me suis dit, en fait, je suis un faiseur. Je suis quelqu'un qui adore faire. Et je continue de faire. Je suis pas dans le
Je suis pas carriériste, je suis pas dans le truc que je fais ça, parce qu'après je vais là, parce qu'après je vais là. Non, je fais des choses, je crée des choses, j'ai envie de créer des choses, de faire des choses. Et donc rapidement, la compagnie, on s'est mis à créer un premier spectacle, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et à chaque fois, l'écriture, c'était une coécriture, ou est-ce que tu confiais ça à quelqu'un d'autre? Ça a toujours été... L'écriture est en train d'arriver, là depuis peu, mais sinon ça a toujours été les autres, même si je donnais des idées, etc., mais ça a toujours été les autres, ou des adaptations. J'ai été très longtemps adaptateur de pas mal de choses, et des classiques notamment. Et il y a eu un moment donné, du coup, j'ai été pris comme comédien dans une pièce qui s'appelait Volpone de Jules Romain d'après Ben Jonson. Et le metteur en scène dans cette pièce-là a quitté le bateau parce qu'on lui a proposé un tournage mieux payé, et il a abandonné son rôle. Donc tout le monde s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Jusqu'à ce qu'à un moment, le producteur, qui était un autoproducteur tout simple, me dit, écoute Renato, il est hors de question qu'on abandonne tout ça, je t'ai vu faire, je t'ai vu donner les conseils à tes potes, à tes camarades de jeu, tu veux pas reprendre la mise en scène? Ce qui me paraissait impossible, parce que déjà c'était une grosse machine, on était quand même 28, et je lui ai dit non, parce que c'est trop important, parce que trouver l'argent, même si tu en apportes une partie, etc. Et c'est les autres qui m'ont dit, si, il faut que tu le fasses, c'est vraiment fait pour toi, etc. Fais-toi confiance, que j'avais beaucoup de mal à faire. Et en tout cas, j'ai accepté de mener le bateau jusqu'au bout. Et ça a été le gros déclencheur. C'est une autre grosse rencontre pour moi. Parce que c'est une pièce qui s'est jouée sans interruption pendant plus de 3 ans à Paris. Complet, tous les soirs, sur 3 lieux différents. Donc là, il y avait déjà la casquette de producteur qui rentrait dans une... Non, pas encore. D'accord. Là, c'était ma casquette de metteur en scène, de réputation, qui ouvrait les portes partout dans Paris. Et ça m'a véritablement ouvert toutes les portes à Paris en tant que metteur en scène. Et pas comme une petite compagnie qui met en scène des trucs. D'accord. Là, ça devenait Renato Ribeiro, metteur en scène. Même si j'avais ma petite compagnie, c'était plutôt mon étiquette qui était mise en avant. Et ce spectacle a permis une autre belle rencontre qui s'appelle Thierry Vinzel. Et Thierry Vinzel, qui était en fait le parent d'une de mes comédiennes, a trouvé la pièce tellement magnifique. C'était à l'époque un mécène. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à l'époque, il était encore mécène pour des peintres, pour des artistes qui l'avaient été impressionnés. Et il m'a dit la même chose. Il me dit, écoute, je suis mécène, je suis très impressionné par ton travail, je veux t'aider. Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin? Alors, de but en blanc, quand on te pose la question, tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin? De l'argent, un chèque, plein de choses. Et c'est très bizarre là aussi, parce que je lui ai dit, écoute, ce que j'ai besoin d'un espace pour répéter. J'ai besoin d'une petite salle pour répéter, parce que ça coûte la peau des fesses, et que si je peux avoir mon petit lieu à moi pour répéter. Et il me dit, écoute, non, parce qu'il dit, je suis pas là-dedans, mais par contre, j'ai des gros lieux et d'énormes espaces à Paris, parce que ce monsieur travaillait dans l'immobilier, mais dans l'immobilier de grande surface. Ça pourrait te plaire. Et je lui ai dit, non, parce que moi, c'est vraiment une petite salle de répète, mais why not, allons-y. Et il me fait découvrir un atelier-usine qui était fermé depuis des décennies, rue de la Roquette, dans le 11e, vers le haut, à côté du Père-Lachaise. Et vraiment, tu sais, l'atelier-usine ancien, en briques rouges, charpente en bois, enfin, un atelier, quoi. Sauf qu'il faisait 1800 mètres carrés sur 2 étages. Donc, rien que pour te donner le... Quasiment une usine énorme. Dans Paris, quoi. Ah ouais. C'était une des anciennes, voire une des dernières usines, puisque c'était où les sacs Vuitton étaient où les coutures étaient terminées. C'était la finition des sacs à main Vuitton. Où on en a retrouvé, j'en ai rendu plus de 5000. Qui étaient restés là-bas, qu'on a redécouvert dans les... Gardé si, j'en ai gardé. Quelques-uns numérotés. Ah oui, j'en ai gardé. Et les autres, je leur ai redonné. Et donc, il me fait visiter cet espace improbable où, avant de le connaître, j'ai dit, c'est pas possible, c'est tellement grand à main. Et quand je suis rentré, c'était la veille de Noël, j'ai vu tout de suite ce que je pouvais en faire. Mais j'ai pas vu le lieu abîmé, j'ai vu le lieu en fonctionnement.
Et je me suis dit, mais c'est évident qu'il faut que je dise oui, parce que je vois exactement ce qu'on peut en faire. Et malgré le manque d'argent, malgré tout ça, j'ai dit oui en me disant, vu que j'ai eu les images, c'est que ça va se faire. Et j'ai eu raison, parce qu'en effet, un an et demi après, ce lieu ouvrait au public uniquement avec les comédiens et ma compagnie, où on a nettoyé, repeint, etc. Et là, on est en quelle année quand ça ouvre? Là, on est en 98. 98, donc, et le lieu s'appelait l'Espace La Comédia. D'accord. Et ça, c'est ma première casquette de directeur de lieu. Alors que je ne suis pas directeur de lieu dans ma tête, je suis juste en train de créer à nouveau quelque chose. Oui, là, c'est vraiment le coup de cœur, l'inspiration qui et puis moi, c'était un qui a déclenché le reste, quoi. Puis c'était un lieu où j'allais travailler, c'était un lieu où j'allais créer, c'était un lieu où j'allais répéter. C'était pas du tout un espace... Enfin, je l'envisageais pas comme un théâtre que j'ouvre, tu vois, c'était notre lieu de travail ou le lieu de résidence d'une compagnie. Et il se trouve qu'on a fait venir du public pour présenter notre travail, que ça a très vite pris la mayonnaise, etc. Et qu'on était ouvert depuis même pas un mois. Ah oui, même pas un mois. Et qu'on a eu l'attaché culturel de la ville de Paris qui est venu. Comment, j'en sais rien. Pourquoi, j'en sais rien. Mais la vie fait bien les choses. Et elle a, Soisic Moreau, et elle a adoré le lieu. Elle a dit que ça allait apporter beaucoup au quartier, qui à l'époque était un quartier difficile. Parce que c'était un quartier qui était complètement sous la coupe de la drogue, au niveau de la vente, au niveau des deals, etc. Ils avaient réussi à pratiquement squatter tous les ateliers, parce qu'il y en avait beaucoup dans ce coin-là. Des ateliers tous plus ou moins squattés. Tu avais pas mal de SDF, et surtout pour le milieu de la drogue, ils avaient pété tous les éclairages publics pour que tout ce quartier soit dans le sombre. Et crois-moi que ça faisait peur. Enfin, quand tu arrivais le soir, il n'y avait pas une lumière, il n'y avait rien, ça faisait un peu chelou, quoi. Et du coup, elle a dit mais on va vous aider, on va vous soutenir, parce que vous allez redonner vie à ce quartier. Et grâce à elle, j'ai reçu ma première subvention, ce qui nous a permis de faire les travaux nécessaires aux normes de sécurité du lieu, et d'ouvrir enfin l'ensemble du quartier et l'ensemble du lieu au public. Et ça, c'était fin 99. Et on a démarré l'année 2000 où l'ensemble des salles étaient ouvertes. Donc il y avait une salle de 100 places pour les jeunes compagnies émergentes, il y avait un cabaret de 200 places pour tout le milieu musical et cabaret, tu avais une salle de 300 places pour là du théâtre et d'autres formes, et j'avais un immense hall où on faisait des événementiels et des soirées dansantes où je pouvais accueillir entre 800 à 1000 personnes. Mais je l'ai toujours fait avec la passion, avec l'envie de faire des choses, sans trop me projeter, y compris financièrement, ce qui est un défaut. J'aurais mieux fait de me projeter un peu plus, mais en l'occurrence, je n'étais pas là-dedans. Et le lieu a cartonné. En 3 ans, on était pratiquement complet partout. Et surtout dans les soirées où on atteignait du 800 à 1000 personnes par soir. Ça a été un moment de ma vie fantastique qui a quand même duré 14 ans. En 2001, on m'a appelé pour une ancienne école qui était dans les hauts du 20e, qui s'appelait l'école de la Bellevilloise, qui est sur 3 étages. Une grosse histoire quand même avec le 20e. Oui, et qui était fermée, et voilà, et on m'a dit, est-ce que je me sentais capable de lui redonner un peu la couleur de la Comédia, et je sais pas pourquoi, parce que encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi, surtout que j'avais pas le temps. En tout cas, j'ai dit oui. J'ai pas voulu passer l'opportunité et je me suis lancé là-dedans. J'ai refait tous les travaux, toute la déco, cette fois-ci avec des entreprises, etc. Parce que c'était une commande, donc il y avait un peu plus les moyens. Et j'ai pu vraiment faire un lieu à la fois de convivialité, de culture, de meeting, de conférences, de soirées dansantes. Enfin, un melting pot. Le lieu est tellement grand que j'ai pu faire beaucoup de choses. C'est un lieu qui a une grosse histoire, une grosse notoriété. Oui, prise syndicale et politique, d'ailleurs, au passage. Et après, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix, parce que comme tu gères 2 lieux, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu gères 2 lieux aussi énormes que la Bellevilloise et l'espace La Comédia, il y a un moment, je dormais plus, quoi. J'arrivais plus à gérer les deux. Et j'ai fait un choix, parce qu'on est aussi dans un métier de choix. Le métier artistique, c'est un métier de choix, où j'ai décidé de choisir plutôt la Comédia, parce que la Comédia, c'était le début de mon histoire, alors que la Bellevilloise, c'était une commande.
Donc j'ai lâché la Bellevilloise pour m'occuper à 100% de la Comédia. Et c'est marrant, la Bellevilloise est encore aujourd'hui existante avec la décoration. Tu y vas, c'est ma déco. Ah mais il y a tout. Il y a même encore mon logo sur les murs, les couleurs. Il y a vraiment. C'est marrant d'ailleurs. Le lieu est devenu très tendance à Paris, mais c'est marrant que de retrouver tout ce que j'ai pu faire là-bas. Patte encore vraiment aujourd'hui. Y compris ma photo qui est incrustée dans un mur, qui est dans le hall au fond. Et l'autre fois, j'y suis allé pour une des grosses soirées de la Bellevilloise, parce que maintenant, quand même, ils font des grosses soirées. Et puis, j'étais parti vers le fond pour rechercher les toilettes. Tout d'un coup, je vois ma photo, je dis qu'est-ce qu'elle fout là? Et en fait, elle est encore là. Incrustée, donc. Je croyais qu'ils l'auraient repeinte. Et non, elle est toujours là, donc ça m'a un peu amusé. Et au moment donné, la Comédia a pris une telle puissance qu'on m'a demandé de remettre aux normes pour les handicapés le lieu, et que j'ai dû, bien sûr, plus que jamais, mais j'ai fait un devis et ça a monté à plus de 2 millions de travaux. Et là, bizarrement, parce que peut-être aussi le lieu cartonnait, les banques n'ont pas suivi, les subventions n'ont pas suivi. J'ai eu en parce tout... que le lieu cartonnait, comme ça. C'est pas parce que dans leur tête, ils estimaient que comme le lieu marchait, qu'ils avaient pu à m'aider. Il n'y avait plus nécessairement de nécessité de financement. J'y mets un bémol, j'ai quand même reçu, à l'époque 2010, j'ai reçu 750 000 euros de subventions. Sur 2 millions, c'est quand même pas mal. C'est plus d'un tiers. Mais après, c'était à moi de financer le reste. Et les banques n'ont pas suivi. Donc, j'ai été obligé de fermer la Comédia, qui, du coup, j'ai plutôt bien fait. Parce que quand ils ont fait les travaux ensuite pour le remettre aux normes, il s'est avéré qu'à l'intérieur, il y avait de l'amiante, il y avait du plomb, il y avait enfin toutes les merdes... d'une vieille usine de l'époque, et que donc c'est plutôt un mal pour un bien. D'accord. Et dans toute cette période, il y avait s'occuper de la gestion de la salle, du fonctionnement, des équipes, etc. Il continuait à y avoir de la création, de la mise en scène du jeu. Tu continuais à être comédien. J'ai jamais abandonné ni la mise en scène ni le comédien. Je l'ai souvent mis en parenthèse. Je l'ai mis entre parenthèses sur des lancements, sur des mises en place, mais dès que c'était en place, hop, j'en reprenais ma casquette. À tes premières amours. À la Comédia, je n'avais rien fait pendant même 2 ans et demi, 3 ans, et au bout de 3 ans, ça y est, j'étais à la fois comédien dans mon lieu, et à la fois j'avais mes mises en scène. Ça, pour moi, c'est essentiel, c'est mon moteur. Je sais gérer l'administratif, je connais les papiers, je connais la comptabilité, la technique, etc. Tu as besoin du lien avec la scène pour rester... Mais si avec ça ne m'intéresserait pas. Rester motivé, rester animé, c'est... J'oublie pas le gamin de 7 ans portugais, machin bidule, qui s'est dit, moi je vais être comédien. Et pas... On va peut-être y revenir après, mais sur tout ce parcours-là, pour l'instant, j'entends beaucoup parler de scène, de théâtre, de cabaret. Pas encore de cinéma, mais on va peut-être y venir. Alors le cinéma, et c'est une autre très belle rencontre, le cinéma est arrivé pendant la Comédia. D'accord. Où un jour, on m'a conseillé et proposé une visite pour que un film puisse s'installer et être tourné à l'intérieur de la Comédia, parce qu'ils estimaient que le lieu s'y prêtait. Et j'étais là étonné, j'ai dit ouais, why not? Mais voilà, ils sont venus visiter. À l'époque, ce monsieur s'appelait Moki. D'accord. Donc c'est quand même pas n'importe qui, surtout dans le côté un peu machin. Pour la gouaille. On peut le dire. Et et son film devait se passer à l'intérieur d'un bordel, d'une maison close. Et il trouvait que ma déco, il trouvait que l'endroit, les couleurs, etc. convenaient à ce côté un peu maison close. Pourquoi j'ai dit oui, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai dit oui, et c'était parti. Donc, ils ont installé tous les décors du film à l'intérieur. Et comme je me promenais par là, au bout d'un moment, Moki, qui est quand même quelqu'un de très libre, qui était quelqu'un de très libre dans sa tête, et qui s'en foutait des producteurs, des télés et tout ça, à un moment donné, il me regarde et il me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez tout le temps là ?» Il dit « Vous n'avez pas un boulot ?»
Je dis, bah si, je suis comédien. Et en l'occurrence, là, vous êtes en tournée dans mon lieu, donc vu que vous êtes là, je peux rien faire, quoi. Au moins, je viens regarder pour apprendre des choses. Et il me dit, ah, bah si vous êtes comédien, faites-moi quelque chose. Et je lui ai fait un monologue. Et il m'a dit, ok, bah je vous prends. Et il m'a pris comme comédien dans ce premier film, première expérience de ce film dans Maison Close. Et qui, du coup, m'a complètement... J'ai dit, mais parce que c'est encore autre chose. Hein. Jouer pour le cinéma, c'est encore notre... Et tout d'un coup, ça devenait évident que j'avais envie, que c'était vraiment le truc que je voulais faire. Du coup, ça a été un nouveau challenge où j'ai fait pas mal de stages de formation devant la caméra, etc., etc. Ces stages ont eu l'avantage de me faire rencontrer des réalisateurs, de rencontrer des directeurs de casting qui assez vite derrière m'ont appelé. Et ça m'a permis de petit à petit commencer un début de carrière au cinéma avec Didier Caron notamment sur Un vrai bonheur, avec Laurent Firotte qui m'a fait tourner sur plusieurs longs métrages. Le premier étant Par amour, mais après il m'en a fait faire d'autres. Et tout d'un coup, ça devenait une sorte de petite révélation que la Comédia m'a permis, parce que c'est quand même le lieu qui m'a permis ça, de rentrer et de connaître cet univers. C'est le cinéma qui est venu à toi. Hein, oui, là pour le coup, mais vraiment. Du coup, c'est des contacts que j'ai gardés, où j'étais régulièrement invité, où on se voyait régulièrement, et tu connais le milieu aussi bien, voire mieux que moi. Du coup, quand tu rôdes autour des gens, tout d'un coup, les gens, quand ils se mettent à écrire un autre film ou à produire une autre pièce, ou que ce soit théâtre et cinéma, là-dessus, c'est à peu près pareil. Tiens, on a pensé à toi. Et du coup, on me proposait à nouveau d'autres choses qui ont fait que ça m'a permis d'avoir un parcours un peu underground, mais intéressant au niveau du cinéma. Mais toujours dans ce plaisir de la découverte et de la curiosité. Et puis aussi de me dire, tiens, en tant que comédien, c'est autre chose, c'est une autre façon de faire, une autre façon de jouer qui vraiment est devenue une passion aussi forte que le théâtre. En tout cas, en tant que comédien, tu vois. Alors, on peut, sans trop développer, mais on peut peut-être faire une petite parenthèse, parce que justement, la façon de jouer, la façon de trouver le personnage, les émotions à aller chercher ou à exprimer, qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi, finalement, entre la scène et le cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de complémentaire? Qu'est-ce que le cinéma, finalement, t'apportait de plus en tant que comédien? Qu'est-ce que ça te permettait d'aller chercher, d'exprimer en plus? C'était quoi la différence? C'était quoi ce petit truc en plus qui t'a plu, qui t'a attiré? À peu près dans les deux cas, ça demande le même travail. En gros, pour arriver à cerner ton personnage en termes de travail personnel, ça te demande à peu près le même boulot. La différence au théâtre, c'est que tu as une période de répétition assez importante, qui fait que petit à petit, tu as le temps de cultiver ton personnage et de le mettre sur des rails par rapport au regard du metteur en scène et à ce qu'il a envie. Et une fois que tout est bien étudié sur les moindres détails, etc., tu joues. Au cinéma, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'une fois que tu as discuté un peu avec le réal, une fois que tu as fait ton travail personnel, il y a un instantané qu'on n'a pas au théâtre. Au théâtre, c'est pas instantané. Ça doit ressembler à de l'instantané, mais c'est pas instantané vu que tout est, tu vois, enfin, un pas, deux pas, il n'y a pas d'impro. Bien sûr, il y a des spectacles d'impro, mais sinon il n'y en a pas. Au cinéma, ce que j'aime, c'est que tu as un premier jet, et c'est quelque chose qui est comme ça, une sorte qui vient du cœur, qui vient des tripes, puis un peu un dégueulis, mais qui fait vrai, qui fait... dans lequel on n'a pas trop trituré, qu'on n'a pas trop modifié, qu'on n'a pas trop cadré, mis en boîte, formaté. Au théâtre, alors, en tout cas, il y a le même démarrage. Si tu parles de cinéma underground, c'est le cas, ce qui est peut-être déjà un peu moins le cas si on est dans des formats de type certaines séries ou même un certain cinéma. Ça c'est sûr, mais encore que je pense qu'au démarrage, après ça devient formaté, mais je pense qu'au démarrage, le cinéma, quel qu'il soit, même le plus commercial d'entre eux, il y a chez le comédien ce premier truc qui est tu vois, qu'il n'y a pas au théâtre. Au théâtre, on l'a, tout pareil, hein. Il y a le moment où tout d'un coup, le metteur en scène va dire « ça y est, t'as eu ton déclic ». Donc t'as eu ce truc. D'accord. Mais après, il faut rester calibré sur ce... Voilà.
sur ce ton. Tout est super cadré. C'est super intéressant parce qu'après, c'est comment trouver naturellement un jeu qui n'est plus du tout naturel. C'est ça le travail au théâtre. C'est là, je viens de trouver un truc. Mais c'est une fois. Comment je vais le retrouver après, tous les soirs Donc on va refaire tout un travail où on va tout recadrer tout pour que tous les soirs ça soit là. Et que pour donner l'impression que c'est à chaque fois nouveau et spontané. Et que certains soirs, il y ait ce qu'on appelle l'état de grâce qui fait que tout d'un coup, c'est magique. Mais qui arrive une fois toutes les 5 glinglins, quoi. Sinon, il faut que ça soit le plus unique possible, alors que ça a été ultra travaillé. Au cinéma, non. Au cinéma, ça sort, on y va, on tourne. On n'est pas là pendant 3 mois en train de le travailler. Pour ça que je dis même... Tu vas faire des prises et tu sais jamais laquelle va être choisie à l'arrivée. Exactement. C'est pour ça que je dis même le plus commercial des cinémas, je connais aucun cinéma où tu as 3 mois de répétition comme au théâtre. Ah bah oui, non, évidemment. C'est pas... Donc tout reste très instantané. Après, il y a plein de prises et on ne sait pas trop ce qui va être choisi au montage. Et là encore, quel que soit le réalisateur, il est content de ce premier jet. Après, il te donne 2-3 indications, mais ce n'est pas des indications qui changent fondamentalement ce que tu viens de trouver. Ça change plutôt des intentions de jeu, ça change plutôt des positions par rapport à la lumière, à la caméra, à ce que tu veux. Oui, parce qu'au départ, il t'a déjà choisi parce qu'il pense que tu es à même d'incarner le personnage. Alors, du coup, je fais la transition. On est en 2018. Moi, je me trouve à ce moment-là au Théâtre de Verre et je suis en train de faire passer des castings. Je suis avec une jeune comédienne qui est venue exprès de Belgique pour passer le rôle, et puis on est en train d'attendre un monsieur qui se fait un petit peu attendre, un certain comédien qui s'appelle Renato Ribeiro, et qui arrive, et qui donc on fait le casting pour une scène donc du film, du long métrage de fiction qui s'appelle D'étoile en étoile. Vous connaissez d'autres comédiens, vous auriez d'autres comédiens à recommander, parce que je cherche un casting et je voudrais... Ah ben il y en a plein des comédiens, il suffit de passer une annonce et vous en trouverez plein. Ah bah oui, bien sûr. Ça m'intéresse de savoir un petit peu à l'époque, parce que bon, on voit ton parcours qui est quand même plus que riche et divers et varié et de fait de multiples rencontres et multiples expériences. Et donc quand on t'écoute comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui fait que Renato Ribeiro en 2018 il va piocher une annonce de cinéaste.org, il remarque une annonce pour un projet de long métrage indépendant et puis trouve l'énergie et le temps de venir comme ça sur un casting. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Il y a 2 raisons. La première, c'est que lorsque la Comédia, j'ai pas pu la financer, je l'ai très très mal vécu. J'ai fait une période de dépression vraiment. Et comme j'étais pas bien dans ma peau ni dans ma vie, j'ai pris la décision de partir au Portugal pour découvrir mon pays, ce que je ne connaissais pas, ni la langue ni le pays d'ailleurs. Donc je voulais vraiment découvrir mes origines, un peu un retour aux sources. Et je suis parti à Lisbonne, dont je suis tombé amoureux, pour découvrir la culture, la langue, etc. J'ai eu de la chance là-bas de très vite rentrer dans le milieu culturel par le jeu des rencontres et de travailler aussi bien dans des traductions, des adaptations, des voix off. J'ai eu la chance de faire plusieurs rôles au cinéma et dans des télénouvelles où c'était drôle parce que c'était presque à chaque fois le personnage du français. Alors j'ai été le commercial français, j'ai été le gardien français. Ouais, parce que il faut peut-être dire pour les gens qui regardent que nous étant, je suis comme toi d'origine portugaise, on est bilingue, on s'exprime dans les 2 langues, mais lorsqu'on rentre au Portugal et qu'on parle portugais, eh bien on a un gros accent français qui nous met tout de suite une étiquette de c'est le français de service, quoi. Voilà. Oui, et en plus je continue la parenthèse, c'est que quand je suis arrivé au Portugal en 2012, comme j'avais pas du tout utilisé la langue portugaise, je connaissais 4 mots, hein. J'étais pas du tout bilingue. Oui. Je suis devenu bilingue parce que je suis allé à l'université là-bas, j'ai pris des cours et j'ai vécu là-bas. Sinon, quand les Portugais me parlaient, j'étais là, de quoi ils me parlent. Ça n'a pas été facile.
Toujours est-il que donc très vite j'étais dans l'adaptation, les traductions, enfin ce qu'un Français peut faire lorsqu'il a les deux langues et les deux origines là-bas. Et grâce à ça, je suis rentré à l'Alliance française et ensuite à l'Institut français où je suis devenu prof de théâtre. Et grâce à ça, très vite, on m'a proposé, parce qu'ils cherchaient absolument un assistant qui ait la maîtrise de deux langues. Et j'ai eu la chance de rencontrer Thiago Rodriguez, le directeur du Théâtre National, l'équivalent de la Comédie Française ici en France. Et Thiago, Thiago qui maintenant est devenu directeur du Festival d'Avignon IN. Et lui m'a demandé de rentrer dans son équipe et je coachais les comédiens portugais de manière à pouvoir jouer la même pièce qu'au Portugal, mais en langue française, puisqu'il venait d'avoir sa première invitation en France pour jouer ses pièces en résidence au Théâtre Bastille, rue de la Roquette, comme quoi ce quartier pour moi est important, puisque j'étais à 500 mètres de mon ancien lieu. Et il fallait vraiment que je les aide dans la phonétique un peu macaque de parler en français leurs textes, où ils perdaient complètement leur personnage. Ça, c'est un truc qui m'a halluciné. Comment d'excellents comédiens en portugais, dès que tu leur mets la même chose en français, bah, tu n'y crois plus du tout. Mais eux-mêmes, ils disaient on perd tout. Donc il y a eu vraiment un travail de direction d'acteur qui m'a fasciné, qui m'a plu pendant plus de 5 ans. Et surtout, la découverte de la culture au Portugal. Et là, je fais une grosse parenthèse, c'est qu'au Portugal, il n'y a pas de budget, ou très très peu. Il faut savoir que le ministère de la Culture existe depuis très peu d'années, parce que déjà, il y a très peu de salles de diffusion au Portugal. La plupart qui existent sont vampirisées par les grands groupes, donc il reste quelques indépendants, donc pas suffisamment pour faire vivre tout ça. Le cinéma indépendant, oui. Et du coup, il y a vraiment soit les grosses machines qui achètent du film français, du film américain, et de temps en temps, tu as un film portugais commercial qui sort du lot, mais alors une fois toutes les 5 glinglins, encore aujourd'hui. Et tu as tout ce foisonnement de courts-métrages, qui paradoxalement vit beaucoup en s'exportant avec les festivals. Beaucoup. Et là et aussi, pas du tout dans le gros pays. paradoxe, c'est que les cinéastes portugais, finalement, sont plus connus en France, plus diffusés en France, et même souvent font leurs films grâce à des productions françaises. Complètement. Mais c'est aussi le cas au théâtre. C'est-à-dire qu'au Portugal, il y a les grosses compagnies qui ont les subventions, le peu de subventions, et qui font les gros shows. Et après, derrière, tu as tout un système qu'on appelle chez eux, enfin maintenant ils ont un autre nom, mais à l'époque ça s'appelait du happening, c'est-à-dire qu'ils sont capables de te créer un spectacle en 1 semaine, 10 jours, mais le spectacle dure 15 minutes. Voire 20 minutes. Et ça, tu en avais plein à Lisbonne. Tu avais plein d'endroits où tu pouvais aller voir des formes de création de 15 minutes, de 20 minutes, soit classiques, soit contemporaines. Pas stand-up, pas sketch. Vraiment un texte. Je vais donner un nom d'un comédien célèbre qui est Albano Jerónimo, qui tourne dans le monde entier, puis qui a surtout tourné énormément et qui continue de tourner énormément au Portugal. Pour lui, il n'y a pas d'équivalent. Il dit qu'il est très content de faire du cinéma commercial, qu'il est très content de bien gagner sa vie et de voir les films partir à l'étranger, mais qu'il ne lâchera jamais le cinéma indépendant qui pour lui est créatif et politique et la culture du pays. Aujourd'hui encore, il revient aux sources et il joue dans des films. Encore là, je l'ai vu la semaine dernière, donc tu vois, il n'y a pas si longtemps. Il est encore en préparation d'un prochain court-métrage, enfin moyen-métrage, parce qu'il va durer 40 minutes. Qu'il coproduit. Qu'il coproduit en plus, d'accord. Dans lequel il joue, et qui a un petit machin, c'est un ovni. J'imagine que le court-métrage, le moyen-métrage, c'est à peine financé et que les équipes sont plus ou moins bénévoles. Oui, c'est plus ou moins bénévole, comme tout ce qui se passe au Portugal, à peu de choses près. Et c'est lui qui va apporter l'argent parce qu'ils ont un peu de matériel à louer. Et du coup, quand je suis arrivé en France, c'était en 2018. Et évidemment que pour moi, venant de cette culture de l'indépendant, d'y croire à fond, de se dire qu'avec 0 moyen on peut faire des merveilles, etc. Parce que c'est le cas. Au Portugal, c'est le cas. Tu vois quand même des choses magnifiques avec des équipes qui ne sont pas payées, où il n'y a pas d'argent, etc. Et du coup, je me suis dit, comme je reviens en France, que bien entendu personne ne m'a attendu et qu'il faut que j'ai tout approuvé à nouveau,
j'ai commencé à regarder sur les réseaux des castings pour voir ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, et à éplucher en me disant, vu que de toute façon je dois redémarrer par un projet où je ne serai pas payé, autant choisir le bon projet qui, moi, me parle, où je me dis, tiens, là, c'est du cinéma indépendant, où ça me rappelle le Portugal, ça me rappelle un engagement, et je suis tombé sur l'annonce du film que nous avons eu la chance de faire ensemble. Alors, c'est hyper intéressant, parce que pour moi, là, ça met en lumière plein de zones d'ombre qu'il y avait autour de cette rencontre. C'est hyper intéressant. Tu lis l'annonce, J'étais dans la logique du Portugal. Qu'est-ce qui t'accroche dans l'annonce? Bon, il y a peut-être le nom, je suis franco-portugais aussi. C'est évident, le premier truc, c'est de me dire, tiens, il est comme moi, il est franco-portugais, donc il y a peut-être des choses où on va se raconter la même histoire. Il y a le pitch, parce que tu avais mis un petit début de pitch où je me suis dit, bon, là, c'est évident, c'est politique, c'est engagé. Il y a quelque chose à faire. Et puis l'adresse du casting, l'endroit du casting, parce que je savais ce que représentait cet endroit où tu nous faisais passer les auditions. Il y avait quelqu'un qui était franco-portugais qui donc allait comprendre mon histoire. Il y avait le cinéma indépendant. Il y avait un lieu qui était lui aussi très représentatif du Portugal. Le théâtre de Verre voilà, le théâtre de Verre, qui une sorte de friche, on peut appeler ça comme ça, dans lequel des artistes ont pris place et ont fait que ce lieu alternatif devienne autre chose. Mais ça, au Portugal, il y en a partout, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de subvention, donc il y a beaucoup de collectifs d'artistes qui reprennent des vieilles usines, des vieux machins, et en font des espaces culturels avec la bénédiction du gouvernement, parce que comme il n'y a pas d'argent, le gouvernement est très content qu'ils s'autoproduisent et qu'ils fassent revivre des lieux. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir des pépinières, parce que sur 10 pépinières qui se créent, il y en a toujours une à un moment donné qui va sortir du lot, déclencher l'économie, on va dire. Il y a ça. Et tout ressemblait au Portugal, je ne sais pas comment te dire. Je me suis dit, on est dans du cinéma indépendant, à la fois engagé, dans un lieu qui lui est reconnu comme étant un lieu engagé et un peu alternatif, voire même collectif, puisqu'aujourd'hui on appellerait ça un collectif. Donc sans le savoir, je reproduisais un petit peu quelque part un univers, une expérience que tu venais de croiser et de côtoyer pendant pas mal de temps au Portugal. En tout cas, j'étais en sécurité. D'accord. J'étais dans quelque chose qui était une continuité portugaise et pas brutalement... Parce que là aussi, il faut quand même le préciser, donc le film sera disponible bientôt sur la plateforme Outbuster en février 2025, donc tout le monde pourra le voir, mais il s'agit d'un film minimaliste très dépouillé et ce qui est expliqué par le pitch, mais on y reviendra plus tard. Exactement. Donc, pour moi, l'aventure, c'était ça. C'était de me dire, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je viens en France, il faut d'abord que je démarre par des projets où il n'y a pas d'aspect financier, parce que personne ne me connaît. Si je vais du côté des auditions et des castings du cinéma français, je connais personne, je connais pas les noms, je risque de perdre un temps inouï avec. Donc là, et j'ai eu ma dernière belle rencontre qui est avec toi. Et puis je me faisais plaisir. C'était à nouveau, je redémarrais par l'autre bout qui était Renato comédien. C'est intéressant parce que quand je t'entends parler, il se trouve que sur ce projet, il y a énormément de comédiens qui sont arrivés dessus, alors qu'ils étaient justement dans une période de leur vie soit très compliquée pour certains, soit avec plein de doutes, de remise en cause, ou une période comme ça de transitoire dans ton cas. Mais c'est vrai que moi ça me fait... un petit peu halluciné parce que c'était pas du tout calculé, mais je me rends compte que beaucoup de comédiens sont arrivés sur le projet en apportant dans leur bagage beaucoup de doutes, de questionnements par rapport à là où ils en étaient dans leur vie, parfois même plus que des questionnements pour certains. C'était ils sortaient d'une période très sombre et c'était un peu un petit bout de lumière qui était en train d'apparaître au travers d'un projet. C'était pour la prochaine, là ça fait un moment, je fais quoi? Je reste pas... Sinon j'y vais, quoi. Je peux te poser une question? Je t'en prie. Tu connais des comédiens? Ah putain. Bah oui, c'est mon... Bah ouais. Tu cherches Vincent Cassel? Non, alors là t'arrêtes par contre, là j'en peux plus. Et c'est vrai que j'y suis allé pour moi en me disant... Qu'est-ce qui est le principal? Le principal, c'est que tu as démarré à l'âge de 7 ans comme comédien. Donc là, tu reviens à Paris, te mets pas en tête d'être
déjà ceci ou cela, même si je savais déjà ce que je voulais faire à Paris, mais reviens en tant que comédien et après tu verras. C'est comme ça que ça a permis notre jolie rencontre et de connaître et de continuer à se suivre. Après, il est évident qu'un film, c'est pas une chose en soi qui permet de s'asseoir dessus toute la vie, surtout en projet indépendant. Donc assez vite, je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Et là, j'ai décidé de monter une boîte de production pour me dire, au moins, j'ai un outil de travail pour pouvoir produire mes futurs spectacles, ou en tout cas mon futur spectacle. Et aussi parce que j'avais l'impression qu'à Paris, tout le monde m'avait oublié, qu'on savait plus qui j'étais, etc., etc. Donc j'ai monté ma boîte de prod. Au lieu de mettre un spectacle à moi, mis en scène par moi, on m'a proposé un spectacle qui s'appelle Le Secret de Sherlock Holmes, où on m'a dit vraiment tu devrais le faire parce qu'il a été fait il y a plus de 15 ans et c'était une pépite. Voilà, donc j'ai rencontré l'auteur, j'ai rencontré le metteur en scène. J'ai trouvé en effet qu'il y avait beaucoup d'intérêt à leur projet. Et j'ai décidé de produire leur reprise, de produire le fait que le spectacle sorte du placard et qu'on le remette en piste. Et j'ai bien fait parce que ça a été un succès très vite, on a été complet. J'ai créé la boîte au printemps 2019 et la pièce a fait son premier gros succès en juillet 2019 à Avignon. A été reprise tout de suite à rentrer à Paris et n'a pas arrêté de jouer puisqu'elle est encore sur scène à Paris 5 ans plus donc, tard et qu'elle continue d'être encore complet à Paris 5 ans plus tard avec les tournées, etc. Donc ça m'a permis, si tu veux, non seulement une entrée d'argent, ce qui est plutôt pas mal pour que je puisse produire d'autres spectacles, mais surtout ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait à Paris, personne ne m'avait oublié et que tout le monde savait exactement qui j'étais, ce que j'avais fait. Et alors la comédien, et pourquoi t'es parti et ça a été une grosse surprise. Ça a été une surprise, d'accord. Ah oui, ça a été. Le fait que, oui, parce que tu sais, à Paris, on se souvient quand même, il y a le mémoire. Il y a ce bruit de couloir qui dit que si tu fais pas des choses, si tu ne montres pas, on t'oublie, que Paris, on est très jetable. Bah c'est faux. Vraiment, c'est faux. Je l'ai cru longtemps. Surtout quand j'habitais en France, j'étais persuadé que si tu faisais pas certaines choses, tu étais vite mis de côté. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que dès que ce spectacle a démarré et que j'ai pu aller un peu guillemets dans le grand monde, en fait, personne n'avait oublié qui j'étais, ce que j'avais fait. Tout le monde me reparlait de la comédia, pourquoi je l'avais lâché. Ils voulaient connaître la fin de l'histoire. Il est vrai que je m'étais un peu enfui au Portugal et que j'avais expliqué à personne ce qui s'était passé. Donc ça m'a permis de mettre à jour le pourquoi de la fin de l'histoire, d'avoir la surprise que tout le monde se rappelait exactement qui j'étais, et puis de mettre à jour mon carnet d'adresses. Ce faisant, ça m'a permis de produire d'autres pièces, d'être comédien, parce que j'ai entre-temps, en 2019, 2020, 2021, et même jusqu'en 23, hors Covid bien entendu, j'ai eu la chance d'être comédien sur 3 pièces différentes, 4 pièces différentes, de faire plusieurs mises en scène, Belles Amies, Geek, qui est une comédie boulevard sur le jeu vidéo, Sherlock Holmes contre Conan Doyle. Donc j'ai eu cette possibilité de créer pas mal de spectacles. Qui a été à l'affiche ici, qui est à l'affiche ici à la scène parisienne, et qui va revenir. Et qui va reprendre là maintenant avant la fin de l'année. J'ai pu produire des spectacles qui n'étaient pas les miens, comme Destin croisé cet été en Avignon, comme Travers de sport et d'autres. Et puis surtout de reprendre, j'ai envie de te dire, le tricot que j'avais fait toutes ces années auparavant, mon départ au Portugal, de le reprendre exactement à l'endroit où je l'avais laissé. Ça, c'est une vraie surprise de voir que j'ai continué mes contacts là où je les avais laissés et que pas grand-chose avait changé. Et j'ai eu la chance aussi de me remettre au cinéma avec des rencontres de gens que je connaissais déjà, mais qui m'ont fait tourner à nouveau, comme Laurent Firode qui m'a fait à nouveau tourner, comme Didier Caron qui m'a fait à nouveau confiance, d'autres rencontres avec une nana Kifaya, qui est vraiment extraordinaire de par sa plume et d'après son regard, qui a fait l'adaptation de l'affaire Mérard au cinéma, dans lequel
là aussi une grosse surprise, j'ai été pris pour faire le rôle d'un maître agrégé en lettres tunisiennes, expert du Coran. Je parle pas un mot d'arabe, donc t'imagines bien le boulot que ça m'a demandé, y compris des cours d'arabe, parce que j'avais quand même quelques... Tu sous-entends que physiquement, il peut y avoir des accointances entre le type tunisien et le type portugais, c'est ça? Ah oui, mais quand je vois les images du film, je vois un arabe. Je vois pas Renato portugais, je vois vraiment un arabe. Et on a vraiment... C'est pas pour rien qu'on a eu les invasions des morts pendant 700 ans, quoi. Bah, disons, je pense qu'on a un sang mêlé. C'est-à-dire qu'ils étaient là avant nous, quoi. On peut le dire comme ça. Déjà, oui. Donc ça s'est fait dans l'autre sens. Donc j'ai une chance formidable de se dire que j'ai ma boîte de prod, que j'arrive à produire des spectacles des autres, des spectacles à moi. La rencontre avec toi à nouveau pour le deuxième... Là, tu as fait un flash forward, donc on est venu très vite sur tous les projets qui se sont déroulés après 2019, que assez vite, après d'Étoile dans l'étoile, on a à nouveau collaboré sur un film qui, lui, s'est fait d'une certaine manière, a eu son origine, du moins il y a eu un déclic qui s'est fait pendant le Covid, donc effectivement, donc Voyage en tête étrangère, qui est la suite de l'Étoile en étoile, et qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, quelque part, ce film, certainement, n'aurait jamais vu le jour, parce que le Covid a déclenché tout un tas de phénomènes et d'engagements sociaux, et qui ont été notamment certains à la source de ce film. Donc voilà, la transition, c'est vers le deuxième projet ensemble. Alors, tu te souviens un petit peu de la première fois qu'on a discuté? Moi, je m'en souviens, oui, j'ai un petit souvenir. Alors, moi, je me souviens de cette rencontre en plein air, gare de Lyon. Ouais. Tu t'en souviens? Oui. Sur le parking, enfin devant, quoi. Devant, sur le côté. Où c'est là qu'on a commencé à reprendre contact et à parler... Alors, on s'était vu au café, bien sûr. Tout se passe pas en extérieur non plus avec moi, mais effectivement, après, on a fait je t'ai demandé de faire un petit pitch du projet à l'extérieur. Et à l'époque, tu m'avais mis la puce à l'oreille par rapport à une possibilité de personnage, et effectivement, bien longtemps avant que le scénario soit fait, mais j'ai gardé cette idée en tête, et elle s'est concrétisée. Puisque c'est quelque part un double personnage que tu joues dans ce... Tu sais, récemment, j'ai participé à un casting un peu bizarre. Un casting dans la rue, tu vois le tableau? La réalisatrice, une nana super sympa. Et elle se coltinait un cadreur, sapé comme un clochard. Il nous posait des questions hallucinantes. Tu me fais penser à lui. Dès que je t'ai vu, j'ai fait le rapprochement. Et je sais pas pourquoi. C'est vrai que tout ce que tu viens d'évoquer là, pour moi, c'est hyper intéressant, parce que, évidemment, je connaissais déjà quelques éléments de ton parcours, mais pas tout. Mais c'est vrai que bien souvent, je me suis posé la question, pourquoi ce personnage, ce boulimique de travail, cet hyperactif, hyper polyvalent, qui a déjà mille et une casquettes, trouve encore le temps, l'énergie, l'intérêt, la curiosité. Alors, j'ai déjà eu une bonne partie de la réponse pour d'Étoile en étoile, ce qui est hyper intéressant pour moi. Alors, qui est un film qui a circulé de façon assez confidentielle, puisqu'il y a eu un petit passage en salle. Il y a eu surtout un parcours en festival, déjà assez sympathique, puisqu'il y a eu pas mal de prix. Et puis, alors, avec Voyage en tête étrangère, un parcours encore plus important, puisqu'on est à 43 festivals en sélection, 11 prix de 9 mentions, avec alors là aussi quand même un projet qui est quand même particulièrement engagé, encore plus que le premier. Et dans lequel, t'as pas froid aux yeux, tu viens quand même, et tu rentres dans le game sans aucun problème. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu veux évoquer, ou du moins peut-être, est-ce qu'il y a une anecdote de tournage, ou est-ce que tu dirais un mot par rapport à ton entrée sur le deuxième projet, Voyage en tête étrangère? Je vais faire une petite ellipse pour répondre à ta question. J'ai jamais voulu être multicasquette, j'ai jamais voulu être apparenté à quelqu'un qui soit comédien, producteur, metteur en scène, aujourd'hui directeur de lieu à nouveau, c'est la 3e fois que je suis directeur de lieu, etc. Ça n'a jamais été ni contrôlé, ni un objectif, jamais.
la vie m'a apporté des choses, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, très à l'affût. J'ai beaucoup de mal à dire non à une opportunité, quelle que soit l'opportunité. Je pense que la vie, on n'en a qu'une, qu'elle est courte, qu'il faut la vivre à 1000% et pas à 100%. Parce qu'on peut mourir tout de suite après être là en train de parler. Moi, je peux sortir dehors et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et puis, j'ai déjà eu plusieurs occasions où on m'a dit que j'allais mourir. Donc, j'ai un certain rapport à la mort qui fait que c'est devenu une copine et que ça ne m'effraie pas du tout. Mais en tout cas, j'ai la réalité de savoir que ça peut s'arrêter très vite. Et donc, il faut savoir faire plein de choses. Et j'ai aussi cette deuxième point, cette étape à la Comédia, que quand tu décides de prendre en jeu une vieille usine pourrie, que tu n'as pas d'argent, c'est un peu comme toi avec ton film, je décide de faire un film et j'ai pas d'argent, bah, tu as au moins tes bras, tes mains, et puis tu te retrousses les manches et tu y vas. Et du coup, c'est une école magnifique parce que ça m'a appris par obligation à être producteur, à être administrateur, à être régisseur, à être scénographe, à être costumier, parce que quand tu n'as pas d'argent pour embaucher quelqu'un, bah, tu le fais toi-même. Alors au début, tu le fais mal, puis la deuxième fois, tu le fais mieux, puis la troisième fois, ben, encore mieux, et du coup, tu as une maturité et un parcours qui fait qu'aujourd'hui, je sais faire toutes ces choses-là. Mais l'obligation, le manque d'argent m'a obligé cette contrainte m'a obligé à faire ça. Après, je me souviens toujours de Jean de Courson, qui, dès mon plus jeune âge, à l'âge de 7 ans, m'a dit « Renato, tu réussiras ce métier et tu seras un grand comédien si tu acceptes toutes les contraintes qu'on te donnera. Si jamais tu fais un projet où il n'y a pas de contraintes, le fais pas. » Et pour moi, tout ça, c'est des contraintes. C'est pas des obstacles. Le fait de ne pas avoir d'argent, c'est pas « Oh, bah alors j'abandonne ». C'est une contrainte qui va faire que ton truc soit encore mieux que si tu avais de l'argent. Il pleut. Ah oui, on vient de voir les JO. Quelle contrainte. Ça a été, tout le monde le dit en tout cas, une des soirées des JO les plus belles de toute l'histoire des JO, alors qu'il a plu pendant toute la cérémonie. Et ça, j'y crois. Je crois que les contraintes peuvent être magnifiques pour un projet. C'est une phrase intéressante, ça. Si tu fais un projet et qu'il n'y a pas de contraintes, ne le fais pas. C'est quand même voilà, quelque chose qu'on peut retenir. Oui, et ça a toujours été. Et du coup, comme j'ai toujours ça en tête, je continue, bien sûr, à essayer de faire progresser mon chemin, et je vais y revenir avec ce beau cadeau qui vient de m'arriver dans ma vie, d'avoir d'être nommé directeur production et directeur artistique ici à la Scène Parisienne. Mais même ici, avant ou après, peu importe, je garde toujours cette idée de si un projet vaut la peine et qu'il y a de l'engagement, il y a de la passion, il y a des choses à défendre, il y a une contrainte qui s'appelle il n'y a pas d'argent, et tant mieux. Je suis façonné de contraintes, j'ai fait ce métier dans la contrainte, je continue de l'accepter dans la contrainte parce que je trouve que c'est dans la contrainte qu'on fait les plus belles choses. Puis pour te dire la vérité, je m'attendais encore moins à l'accueil du milieu. L'accueil du milieu a été... Alors quand on dit que ce milieu il est pourri, qu'il est gangréné, etc., oui, peut-être, oui, il a peut-être des mauvais côtés, mais je t'assure que j'ai été reçu dans les dernières réunions syndicales, dans les dernières réunions professionnelles, mais j'ai été reçu, mais je ne pouvais pas m'imaginer, mais vraiment pas. Parce qu'on dit souvent que ce milieu a la mémoire courte, on dit souvent que qu'il est faux, qu'il est plein de... Et j'étais super surpris que, en effet, mon parcours a été vu, a été regardé, a été repéré. Parce que c'est un parcours aussi qui a donné des opportunités, qui a offert des opportunités à plein d'autres personnes. Et donc ça, forcément, il y a forcément donné un feedback. Oui, mais comme en même temps, dans ma tête, c'est un parcours tellement atypique parce qu'il n'y a pas les grosses machines derrière moi, parce que j'ai pas le parcours genre conservatoire, blablabla, parce que mes lieux, Bellevilloise ou la Comédia, sont des lieux alternatifs. Ici, c'est le premier lieu en place, mais les autres étaient alternatifs, même s'ils ont été très connus. Je me suis dit, de toute façon, c'est un peu comme la fumée, tu sais, un petit coup de fumée, puis ça y est, tout le monde oublie. Et pas du tout. Mais il y a une vraie profondeur, il y a une vraie humanité, il y a vraiment des gens qui regardent. Il y a une reconnaissance avec le temps qui passe aussi. Il y a une vraie reconnaissance avec le temps qui passe. Il y a un défaut, c'est qu'on ne te le dit pas.
mais c'est là. Et que là, cette fois-ci, parce que tout d'un coup, je venais d'être 30 ans après, quoi. C'est ça. Et malgré ça, je veux continuer à défendre des projets alternatifs, des projets dans lesquels je vais m'engager, où il y aura une contrainte. Je continue de faire. Et si je peux résumer tout ce qu'on vient de dire et tout ce qui est mon parcours, je suis un faiseur. Moi, ce que je veux, c'est faire. Je crois qu'à 80 ans, à 90, si Dieu me prête vie, je serai encore là à dire qu'est-ce que je fais. Et du coup, la rencontre avec ce film, ce qui m'a amusé, c'est tout d'un coup quand il y avait cette dualité du personnage. Et je me suis dit, c'est marrant parce que quelque part, ce personnage, il n'a rien à foutre là. Et en même temps, ça tient la route dans ce qu'il dit et dans l'échange qu'il a avec le personnage principal. Et ça m'a intrigué, ça m'a plu. C'était en plus une sorte de défi de me dire, il y a deux images de facettes de Renato que tu vas pouvoir t'amuser à tout ça dans quelque chose. En plus, avec toi, c'est facile à faire, c'est facile à jouer, c'est facile à se parler. Non pas que tu laisses les choses faciles, tu es très exigeant, mais en tout cas, ça se passe dans la bienveillance et dans la facilité. Il n'y a pas de douleur de création. Et du coup, oui, c'est ce que je garde du film, de me dire, de manière très naturelle, très simple, très facile, on va mettre en place un personnage qui est double, et puis la rencontre aussi avec l'équipe, avec les comédiens. Et là, avec en plus une particularité, c'est qu'il y avait des non-comédiens dans le film, des gens qui n'étaient pas du tout formés pour ça, puis des gens qui sont vraiment là pour le coup dans une situation difficile, qui ne savent même pas comment ils vont bouffer ou dormir. Et c'était vraiment une aventure pour moi qu'il fallait dire oui, parce qu'elle était humaine et à la fois c'était « Allez, il faut faire des choses ». Pour moi, l'important, c'est pas d'être directeur de théâtre, l'important, c'est de dire qu'il y a à nouveau un challenge, mais en tout cas d'avoir à nouveau un outil de travail magnifique, parce qu'il y a 4 salles de spectacle, de la taille qui va de 60 places à 300 places, de faire à nouveau des rencontres assez incroyables dans le milieu, que ce soit du stand-up, que ça soit musical, que ça soit comédie, que ça soit comédie musicale. On me dit souvent, oh, Renato, tu as beaucoup d'ambition. Même pas. J'ai envie de faire plein de choses. Mais tu remarqueras dans le peu de ce que je t'ai raconté, c'est que tout ce qui s'est fait, on est venu à moi. C'est pas moi qui est venu taper à la porte. J'ai pas tapé à la porte d'ici. J'ai pas tapé à la porte de la Comédia, la vieille usine. Et là, ce projet qui va sortir du placard, il est étonnant. C'est un pote à Avignon avec qui j'étais en train de boire un coup, même 3, 4, 5 coups. Donc j'étais commençait à être un peu chaud. Et en plus, il faisait chaud, donc on était en train de boire dans une piscine. Et du coup, il m'a demandé un peu 2-3 passages de ma vie, et je lui ai raconté 2-3 passages très intimes de ma vie, sur des problématiques de maladie que j'ai eues. Et pour lui, il dit, ça l'a troublé et perturbé, parce qu'il dit, je t'ai toujours vu comme quelqu'un de hyperactif, positif, tout le temps en train de faire 3 milliards de trucs, en train de... Et il me dit, là, j'aurais jamais cru que tu avais vécu des passages de vie aussi difficiles que ce que tu es en train de me raconter. Et je lui sors, mais pour moi, c'était pas difficile, c'est juste une contrainte. Et je l'ai toujours vécu comme une contrainte. Je suis pas en train de te dire, ah, mais Dieu. Non, c'est une contrainte de plus, quoi. Et il me dit, oui, mais enfin, par 3 fois, tu as failli mourir, c'est quand même pas anodin, quoi. Et il me pousse et il me dit, mais tu devrais l'écrire, parce qu'il dit, non seulement, il dit, enfin, on s'y attend pas venant de toi, et puis il dit, on s'attend doublement pas, parce qu'on a l'impression que si tu es un hyper productif et un hyperactif, c'est peut-être parce que tu as eu ces 3 trucs-là. Et je lui ai dit, c'est pas peut-être, c'est à cause de ces trucs-là que je suis un hyperactif et que je suis un boulimique et que je suis quelqu'un d'émerveillé. Et moi, j'ai la chance de continuer d'être émerveillé tous les jours. Tous les jours, je suis émerveillé par ma vie, émerveillé par les autres, émerveillé par le monde qui nous entoure. Et peut-être que ces 3 étapes de ma vie qui ont été, en effet, difficiles, même si je les ai bien passées, bien vécues, n'ont pas entamé mon émerveillement. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il m'a poussé à l'écrire.
que c'est écrit, c'est coécrit avec un ami auteur et réalisateur. Écrit, d'accord. Et réalisateur. D'accord. Là encore, de manière étonnante, il me dit mais pourquoi tu en parles pas à un tel parce qu'il aime ce genre de biopic. J'en parle au un tel en question qui s'appelle Bernard Jean-Jean, réalisateur et qui l'a coécrit ce biopic avec moi à 4 mains. Et que du coup je vais être mis en scène et que je vais jouer mon propre biopic. Alors que j'ai dit à ce truc-là, mais 40 fois non. Bon, là, il se trouve que ça va être un seul en scène qu'on va très jouer cinématographiquement, même si ça reste un seul en scène. Mais très vite, les premiers retours, y compris de mes intimes que j'ai fait lire, de ma famille, ils m'ont dit « mais c'est un film, on est en train de dire une pièce de théâtre ». C'est un parcours de vie, c'est un tranche de vie que je viens de partager avec toi. Et c'est rare que je m'exprime là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Renato pour cet éclairage un petit peu sur ta personnalité. Tu donnes envie parce que tu fais ressortir le positif. Tu vas chercher le positif chez l'autre. Donc ça crée... comme maman maman elle a toujours dit, elle a dit je sais pas pourquoi, mais tu as toujours regardé les verres à moitié pleins. Mais en même temps, il y a cette réserve, peut-être un peu portugaise, c'est que c'est pas, il n'y a pas le bling bling, il n'y a pas le côté frime, il n'y a pas tout cet aspect-là. Donc c'est une personnalité assez complexe et du coup ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci et à puis toi. on aura l'occasion de prolonger l'entretien prochainement. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais mais para se perde. É preciso dizer. Quanto menos toca o subir, mas menos a subir, pá. Compreendo. Na hora pausa, eu acho que... Tu contaste com o Duque de Pau do meu primeiro ano. Pois, está certo. Bom.